Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Après 2 ans d'une crise sans précédent, le secteur du tourisme mondial se relève petit à petit. Qu'en est-il du Maroc? La crise actuelle est-elle derrière nous? Quel repositionnement pour notre pays alors que la compétition entre les destinations est aujourd'hui plus forte que jamais? Quelles sont les contraintes qui bloquent une véritable reprise du secteur du tourisme au Maroc? Comment renouer avec les chiffres de fréquentation d'avant Covid, voire les dépasser, en se réinventant et en mettant en place de nouvelles offres et une nouvelle stratégie de promotion? Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Wissal Gherbaoui, secrétaire général de la Confédération nationale du tourisme. Madame Gherbaoui, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous de nous avoir invités. Alors Wissal Gherbaoui, comment se présente de façon générale, 3 mois après la réouverture des frontières aériennes, le tourisme au Maroc? Est-ce que cette crise, il y avait beaucoup de mauvaises choses, mais elle a quelque chose de malheureux parce qu'elle a montré la vraie place et le vrai poids de ce secteur dans l'écosystème économique du Maroc. 3 mois après l'ouverture des frontières, est-ce qu'il se relève un petit peu? Alors, il ne se relève pas encore complètement. Évidemment, 2 années d'arrêt d'activité quasi total, avec tout l'impact que nous connaissons sur le plan économique pour les entreprises, mais aussi sur le plan social pour les emplois. A été extrêmement lourd pour le secteur et pour ces entreprises et l'ensemble de l'écosystème du secteur. Est-ce que 3 mois de reprise d'activité suffiraient pour pouvoir dépasser cette crise-là? La réponse est non, malheureusement. Nous l'avons déjà dit à plusieurs occasions, nous ne pourrons espérer renouer avec des chiffres relativement rassurants que à partir de la deuxième moitié de 2023 et voire 2024. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous peinons encore à récupérer d'abord nos parts de marché naturelles. Nous sommes encore dans une configuration où les pays émetteurs tardent à avoir une visibilité suffisante sur un assouplissement réel et suffisant des conditions d'accès sur notre territoire. Nous le savons, aujourd'hui, le Maroc continue d'exiger plusieurs, on va dire, documents ou plusieurs phases pour pouvoir permettre l'accès au territoire, à savoir donc le pass vaccinal complet et un test PCR. Et nous savons que le test PCR est extrêmement contraignant pour beaucoup de raisons d'ailleurs. C'est contraignant et c'est coûteux. Vous m'aviez dit tout à l'heure, Madame Gherbaoui, que parfois il coûte peut-être le coût du séjour, la moitié ou pratiquement le coût du séjour pour une famille de 4 personnes. Ça varie entre 90 et 180 euros. Absolument. Absolument. Le coût, effectivement, varie entre 80, 90 euros jusqu'à 180, jusqu'à 200 euros dans certains pays. La disponibilité de ce test PCR, parce que nous le savons, aujourd'hui, la très grande majorité des destinations touristiques et des pays dans le monde ont abandonné ce processus-là. Il est encore exigé au Maroc. Ça fait déjà plusieurs mois que nous demandons à ce qu'il y ait davantage de flexibilité et une plus grande agilité dans la gestion des conditions d'accès au Maroc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous perdons un client sur 2 qui ne viendrait pas au Maroc parce que cette contrainte financière liée au coût du test PCR pour accéder au Maroc, plus le pass vaccinal évidemment qui est exigé. Ce que nous ne cessons de demander, c'est une réévaluation de cette situation-là, de manière à ce qu'on puisse accompagner tout l'effort qui a été fait, notamment par les pouvoirs publics, pour permettre une relance concrète et qu'elle soit du coup plus visible, plus concrète, plus palpable et qui se reflète réellement sur l'économie touristique dans notre pays. C'est un véritable frein et c'est d'autant plus incompréhensible que la situation est stable depuis plusieurs semaines et que les entrées par voie maritime, elles ne sont pas aussi contraignantes. Oui, alors justement, cette question nous est posée également par les prescripteurs à l'international qui disent que dans les ports maritimes, cette contrainte est levée et dans les aéroports qui assurent, nous le savons, 80% du trafic international, cette contrainte est maintenue. Il faut qu'on œuvre en faveur d'une plus grande cohérence à l'intérieur de ce dispositif et puis il faut que l'on assume que nous avons, alhamdoulilah, réussi notre pari de la sécurité sanitaire dans notre pays. Ça fait maintenant bientôt 2 mois, voire peut-être même un peu plus de 2 mois que la situation épidémiologique dans notre pays est très fortement maîtrisée. Les chiffres sont extrêmement bas et continuent d'être bas dans la durée, ce qui est
très très rassurant. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui, l'envie du Maroc et de venir au Maroc à l'échelle internationale n'a jamais été aussi forte, aussi pressante. Très probablement grâce à la réussite de notre politique sanitaire dans la gestion du Covid. Aujourd'hui, les marchés émetteurs, les prescripteurs savent que le Maroc a été extrêmement rigoureux, a été très percutant et pertinent dans la gestion de la crise et savent que le pari, on va dire, sanitaire du Maroc est un pari gagnant. Oui, on a eu cette première période de vacances, celle de l'Aïd et celle des vacances de Pâques, c'est un petit peu un indicateur de la reprise. Comment était le tourisme et le taux de remplissage des hôtels et la fréquentation pendant cette période? Elle donne une petite idée. Est-ce qu'il y avait beaucoup plus du domestique? Bon, je comprends. Est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide? Oui. Oui, on est obligé de le voir à moitié plein. Oui. On est obligé de le faire. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que le week-end de l'Eid, qui était fait de 4 jours, un long week-end, comme on les aime beaucoup dans l'industrie du tourisme, est arrivé après un mois de Ramadan, où traditionnellement, le mois de Ramadan connaît une activité plutôt basse et plutôt réduite. Ce week-end de l'Eid a connu une dynamique très intéressante sur une destination, peut-être 2 tout au plus, mais principalement la destination phare la plus prisée par le marché national, qui est la destination de Marrakech. Mais les taux d'occupation, aussi élevés soient-ils sur 3 nuits, sur 4 jours, ne sauraient rééquilibrer ou récupérer plusieurs semaines ou plusieurs mois de réduction d'activité. Il faut savoir que le taux d'occupation moyen qui permettrait à un établissement d'hébergement, quelle que soit sa nature ou sa taille, d'être dans une espèce d'équation équilibrée sur le plan de la dépense et sur le plan économique est un taux d'occupation qui serait aux alentours de 60 à 65%. Nous ne sommes pas encore à 40%. En taux moyen. Nous sommes autour de 30 et quelques en taux moyen annuel à l'échelle nationale. On a encore énormément de chemin à parcourir. Nous avons commencé à poser les premières pierres, on va dire, de la relance. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de l'exercice avec davantage de visibilité et de lisibilité que nous devons donner au marché international. Visibilité, de soutien, parce qu'au-delà des chiffres, il y a des chiffres qu'on connaît, les 140 milliards de recettes, donc 80 milliards en devises, les 2,5 millions d'emplois directs et indirects, mais au-delà de ça, on a compris, c'est que des villes entières, des écosystèmes vivent du tourisme, et là, on l'a senti. Le gouvernement a déployé une batterie de mesures pour venir en aide au secteur, notamment en débloquant des fonds. Il y a eu la convention tripartite signée avec la Confédération du tourisme et avec la CNSS. Jusqu'à quel point ces mesures d'appui ont-elles permis de maintenir à flot les entreprises, le secteur du tourisme, surtout qu'il y a des secteurs qui n'ont pas été intégrés, parce qu'il n'y a pas que l'hébergement, les agences qui sont incontournables, parce que c'est les connecteurs, c'est eux qui remplissent les avions, donc il n'y a pas eu de mesures. Jusqu'à quel point ça a permis un petit peu de maintenir en vie le secteur? Alors, vous avez raison de citer ce plan de relance. Il a été extrêmement salutaire et important. L'effort financier de l'État a été extrêmement important dans l'accompagnement du secteur du tourisme dans cette crise. Les pouvoirs publics et nous-mêmes, représentants du secteur privé, nous avons travaillé d'arrache-pied pendant de très longs mois pour construire un plan de relance d'urgence qui a été déployé depuis maintenant plusieurs semaines, particulièrement au niveau des structures d'hébergement. Dans un premier temps, nous avons en effet insister sur l'importance d'intégrer les autres métiers de l'écosystème. Vous avez raison de dire que la crise a révélé que l'écosystème de l'industrie touristique est beaucoup plus complexe que cela, qu'il ne se limite pas aux structures d'hébergement seulement, qu'il contient de très très nombreux métiers, des villes entières vivent de l'industrie touristique, des quartiers entiers vivent de ce secteur, des familles entières vivent de ce secteur. Il est important que l'on ait une réponse à la hauteur de ce que représente ce secteur sur le plan économique et sur le plan social. Nous voulons bien croire que cette première enveloppe de 2 milliards qui a été déployée en faveur du secteur du tourisme et qui couvre à la fois les besoins urgents de l'industrie de l'hébergement et qui couvre aussi une partie
fiscale qui est exigée à cette catégorie-là. C'est une première phase. Nous ne désespérons pas d'aller plus loin avec les pouvoirs publics. D'ailleurs, une réunion est en cours de préparation avec l'administration de tutelle dans les prochains jours, de manière à pouvoir aussi examiner, d'abord faire une évaluation de ce qui a marché, de ce qui a moins bien marché. Ensuite, de réfléchir à comment aller plus loin dans le plan de soutien à ce secteur, parce que, je le rappelle, 2 ans d'arrêt d'activité ne peuvent pas se rattraper par une première enveloppe qui est importante, mais qui reste insuffisante, ni par un seul segment, ni en quelques mois. C'est un travail de longue haleine à construire avec un ensemble de composantes qui sont d'abord un plan de soutien et de relance tel qu'il est en train d'être déployé et qui doit aller plus loin. Ensuite, un plan de relance activité et orienté business tel qu'il a commencé notamment avec la campagne déployée par l'Office national marocain du tourisme. Peut-être les gens ne le savent pas, mais l'enveloppe qui est conséquente, quand même, il a fait l'État un grand effort, mais ce n'est même pas, ça représente 1% des pertes du secteur du tourisme, il faut qu'ils le sachent, parce que c'est l'un des secteurs qui ont été le plus impactés dans le monde entier et que les entreprises du secteur se sont endettées pour continuer à payer des charges alors qu'il y avait zéro rentrée. Zéro activité. C'est zéro activité. Oui. Oui, donc vraiment c'est un secteur qui a besoin d'être soutenu et il y a un volet très très important, celui des emplois, parce que vous m'avez dit qu'aujourd'hui il y a un véritable problème pour les emplois et la main-d'œuvre qualifiée. Et il y a une grande partie de cette main-d'œuvre qui est saisonnière. Exact. Il faut un nouveau statut, un nouveau cadre. Oui. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un véritable manque de main-d'œuvre dans le secteur du tourisme au Maroc? Ce manque de main-d'œuvre commence à apparaître dans certains métiers ou dans certaines spécialités, notamment dans les métiers de bouche, dans la restauration notamment, dans certains métiers assez spécifiques. Pas seulement au Maroc, mais dans le monde entier. Aujourd'hui, des grandes destinations comme la France, l'Espagne, les Émirats, l'Italie, c'est des pays qui aujourd'hui cherchent aussi à récupérer de la main-d'œuvre. Ce qui s'est passé pendant les 2 années de Covid, il s'est passé que les travailleurs du secteur ont été obligés de se reconvertir dans d'autres métiers, soit définitivement, soit temporairement. Ça veut dire que tout l'investissement qui a été fait dans le capital humain pour le rendre, pour la montée en compétences et pour le rendre apte au niveau d'exigence et de qualité que l'on souhaite dans notre industrie, il est aujourd'hui relativement menacé. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut redonner confiance à l'ensemble des jeunes qui sont intéressés par ce secteur. La première bonne nouvelle, c'est que cette reprise depuis maintenant 3 mois a permis déjà dans notre pays à l'industrie touristique de récupérer la quasi-totalité des emplois permanents. Ils ont retrouvé le chemin de leur travail. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est qu'il faut qu'on travaille collectivement sur une accélération des mesures qui nous permettraient de récupérer aussi les emplois intérimaires. Et vous avez posé une question, la Soumia, qui est très intéressante, c'est le cadre réglementaire de l'emploi. Nous nous réjouissons de l'évolution très positive du dialogue social qui a été récemment annoncé par le gouvernement. Nous nous réjouissons également de l'ouverture qui est faite actuellement, ça a été annoncé également par la CGEM, sur la révision du cadre réglementaire ou du code du travail. Pourquoi? Parce que nous n'avons cessé de le répéter et de le démontrer pendant toute la période de la crise. L'industrie touristique, comme celle de l'agriculture, comme celle du bâtiment, ont un certain nombre de spécificités. Il est important que le cadre de l'emploi soit suffisamment souple, avec une agilité suffisante qui permet à l'employeur de créer de la valeur, de créer de l'emploi, de pérenniser de l'emploi, mais sans subir la contrainte d'un code du travail rigide, avec quelques lacunes ou quelques incompréhensions au niveau des textes qui feraient que les employeurs serait plus récalcitrant à rentrer dans cette dynamique. C'est important que l'on adapte le cadre à une réalité économique et ça, c'est aussi l'un des enjeux auxquels on va devoir faire face dès maintenant. Oui, parce qu'il y a une certaine précarité pour une partie non négligeable des intérimaires et qu'ils peuvent être tentés d'aller ailleurs, surtout que la demande à l'étranger
Elle est très forte. La demande à l'étranger, elle est très forte. Et aujourd'hui, notre défi, c'est de continuer d'assurer l'attractivité de l'emploi dans le tourisme parce que c'est la garantie, ou là, c'est le socle de la compétitivité de notre destination. Vous savez, l'industrie touristique, c'est une industrie de service. Le service, il est fait par les femmes et les hommes de cette industrie, par les jeunes de notre pays. Et nous avons la responsabilité de leur garantir un cadre de travail qui leur assure d'abord la stabilité et la pérennité. Il faut qu'on travaille davantage dans ce sens-là. Cette crise, c'est aussi l'occasion de réviser beaucoup de choses, de se réinventer, de voir ce qui ne va pas et de se relancer, de rebondir. Vous préconisez au sein de la Confédération une vision avec des synergies, beaucoup de synergies avec les autres départements, parce que c'est un tourisme, il y a le tourisme culturel, il y a le tourisme pour la santé, il y a le tourisme il y a différents. Et comment devrait se décliner selon vous cette nouvelle vision de ce nouveau tourisme du Maroc, surtout que tous les pays maintenant se réinventent leur offre. On parle de tourisme de revanche parce qu'après ces 2 ans, les gens ont envie de voyager, ils ont envie de vivre des sensations fortes. Oui. Donc, comment peut se décliner cette nouvelle vision? Je sais que vous travaillez bien sûr en partenariat avec l'Office, avec le ministère de tutelle, avec les autres départements. Alors aujourd'hui, il y a 2 mots-clés que nous retenons de cette crise parmi ces enseignements. C'est la nécessité d'être plus audacieux, d'innover davantage et d'accompagner la transformation structurelle qui va de toute façon arriver dans cette industrie-là. Je vous donne un exemple. Sur le plan culturel, nous avons une véritable carte à jouer avec tous les acteurs de l'écosystème digital, par exemple, ou des nouvelles technologies, sur la digitalisation de l'industrie touristique. Pas seulement dans le segment de la distribution, en parlant des plateformes de vente, etc., mais aussi dans l'expérience touristique. Aujourd'hui, vous devriez pouvoir arriver devant un musée, devant un site historique, pouvoir scanner un QR code par votre téléphone qui vous permet d'avoir toute une histoire ou toute l'histoire de ce lieu. Vous pouvez rentrer aussi dans certains... Il y a d'ailleurs un endroit fabuleux à Marrakech, notamment, c'est le musée de l'eau, que je trouve une très belle réussite, où vous avez une expérience de visite de ce musée-là qui est absolument réussie. Il est important que l'on fasse évoluer l'ensemble de nos sites d'intérêt ou d'attractivité culturelle et touristique vers un monde connecté, vers un monde digitalisé. Ça, c'est le premier point. Et cela nécessite en effet d'améliorer davantage la synergie qu'il faut déployer avec d'autres acteurs qui sont dans l'univers technologique et du digital, qu'ils soient privés ou publics d'ailleurs. Ensuite, nous avons d'autres acteurs dans l'écosystème touristique qui peuvent être des facilitateurs, notamment en termes de connectivité, le transport, les chemins de fer, l'ONCF, la compagnie nationale Royal Air Maroc. D'autres compagnies peuvent également jouer le jeu de rendre la connectivité plus accessible sur le plan financier, à travers des coûts ou des prix beaucoup plus attractifs, et une fréquence de connectivité et un maillage beaucoup plus dense. Et j'ai envie de dire, si vous me le permettez, la Soumia, l'une des clés de voûte de notre révolution, j'ai envie de dire, de l'industrie touristique pour rentrer dans une phase de transformation post-Covid, c'est de nous intéresser de manière extrêmement précise, courageuse et audacieuse à tout le volet de la desserte aérienne, que ce soit à l'échelle internationale ou à l'échelle nationale. C'est un véritable enjeu de rendre le Maroc à quelques clics de n'importe où dans le monde et à quelques, j'ai envie de dire, à quelques coûts, le coût le plus réduit ou le plus bas possible pour densifier ou pour augmenter notre volume, parce que c'est nécessairement par ce volet-là que passera ce saut qualitatif et quantitatif dont nous avons tant besoin pour relancer notre industrie. Vous avez parlé de la connectivité, vous avez parlé des vols et de l'aérien. Il y a aussi la connectivité en interne. Dans le Maroc, il y a certains pays sur qui on peut prendre modèle, où avec un seul ticket, on peut utiliser tous les moyens de transport possibles et imaginables. Et il y a beaucoup de souplesse, il faut beaucoup plus de souplesse. Je voulais vous poser une question sur le comportement des touristes qui a complètement changé après la pandémie, parce qu'avant, les réservations, elles se faisaient un an à l'avance ou 8 mois. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il faut s'adapter à cette nouvelle donne aussi. Parce qu'il n'y a plus de certitude. C'est un monde d'incertitude aujourd'hui. Il faut s'adapter à cela. C'est fini le temps des réservations en 6, 7, 8 mois avant, on programmait son voyage.
Alors ça dépend. Lorsque vous avez des prescripteurs, on va dire grossistes, ils ont besoin de faire des programmations à l'avance parce que c'est tout un business model qui est aujourd'hui encore présent dans la grande distribution du voyage. Mais vous avez le consommateur individuel, le particulier, qui lui doit en effet pouvoir décider aujourd'hui pour partir dans 48 heures. Et c'est pour ça que l'agilité dans notre façon de distribuer la destination, la visibilité de notre destination doivent être absolument irréprochables de manière à ce que l'on profite de l'ensemble des segments et de l'ensemble des écosystèmes de distribution qui existent aujourd'hui de par le monde. Mais le comportement a beaucoup changé, le tourisme a beaucoup changé, le tourisme post-Covid. Oui, parce que les 2 années de Covid, alors je pense que c'est une tendance qu'il faudra encore observer pendant 1 an ou 2 pour regarder est-ce que c'est un changement de comportement qui est conjoncturel, lié à la mémoire récente de tous les consommateurs sur justement les problématiques liées au Covid et à la mobilité, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui va devenir aujourd'hui structurel, c'est-à-dire que les décisions se feront dans un temps de plus en plus court, ce qui nécessitera une plus grande agilité des destinations et une plus grande agilité des opérateurs pour pouvoir répondre à cette demande immédiate et consommable pratiquement dans les heures qui suivent. Alors, on va peut-être finir par cette belle campagne lancée par l'Office national marocain du tourisme, qui est exceptionnelle parce que c'est la première fois que l'Office lance une campagne dans 20 pays de manière simultanée. Quelle est la nouveauté pour vous de cette campagne, de cette nouvelle stratégie et de l'image qu'elle véhicule de la destination au Maroc? Alors, d'abord, on se félicite d'avoir une campagne de cette envergure-là, vous l'avez dit, qui est déployée pour la première fois dans une vingtaine de grands marchés émetteurs. Et c'est l'effet attendu, c'est cet effet de masse et cet effet de volume et de visibilité en une seule fois. C'est extrêmement intéressant. C'est une approche qui est nouvelle, c'est une approche qui tire en effet les enseignements de plusieurs expériences. Peut-être que la nouveauté, c'est aussi le style de la campagne qui est plus dynamique, plus orienté vers une catégorie de population qui est aujourd'hui la dominante, on va dire, dans les prescripteurs vers des destinations comme le Maroc. Le Maroc est d'abord une destination culturelle, mais aussi une destination de loisirs et une destination de city break où on peut venir pour un week-end seulement, mais on peut aussi venir pour des séjours qui sont plus longs. Donc c'est ce qui se reflète, à mon sens, dans cette campagne-là, c'est toute cette dynamique et surtout la très grande diversité de la culture marocaine et de l'hospitalité marocaine. Mais un élément très présent dans cette campagne-là, c'est l'élément de la jeunesse et c'est l'élément de la culture qui sont fortement présents. Alors ça nous sort aussi de certaines images auxquelles nous étions habitués, qui étaient peut-être folkloriques. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous imposent de nouveaux codes et de nouvelles façons de communiquer qui doivent être cohérentes avec les attentes d'un public de plus en plus impatient et de plus en plus exigeant. Donc c'est cette dynamique-là qui se reflète dans cette campagne. Nous souhaitons que cela se traduise par des actes d'achat en volume important, que cette campagne se traduise par une montée en puissance de l'image de la destination au Maroc et de la consolidation du choix du Maroc chez les prescripteurs internationaux. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a plus que les marchés traditionnels du Maroc. Il y a une conquête de nouveaux marchés qui n'étaient pas des marchés habituels du Maroc et qui peuvent être émetteurs d'un grand nombre de touristes. Oui, alors je suis très enthousiaste à cette idée-là, parce que peut-être que les années précédentes ou les expériences précédentes, on attendait de bien maîtriser un marché, de bien le comprendre, de le connaître, etc., avant d'y déployer un effort financier, parce qu'une campagne, c'est aussi un gros effort financier, plus un effort technologique, etc. Peut-être qu'on attendait un petit peu de mieux connaître certains marchés avant d'y aller. Aujourd'hui, nous avons abordé cette question-là avec beaucoup d'audace et de courage, parce que nous avons en effet fait le pari, l'Office national marocain du tourisme et les équipes qui ont travaillé sur cette campagne ont fait le pari de miser sur un effet de masse et un effet d'entraînement entre les destinations, notamment avec des similitudes dans certaines habitudes de consommation. Et je trouve l'idée extrêmement intéressante. Il va falloir qu'on fasse évidemment une évaluation du taux de retour sur cette campagne-là. Je suis persuadée qu'il sera positif et encourageant. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite pour notre industrie. Merci beaucoup, Wissal Gharbaoui, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la Confédération nationale du tourisme. Merci, madame. Merci à vous. Merci. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.